Bienvenue sur Les Grandes Épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Dans cette deuxième partie, Christophe Maupas revient sur son expérience du management comme un métier à part entière. Il partage aussi ses apprentissages sur une période charnière de sa vie à 40 ans, ainsi que la découverte des cycles longs en entreprise. Nous abordons aussi les rôles et responsabilités du dirigeant d'entreprise. Je vous laisse maintenant avec Christophe pour la suite et fin de notre échange. Pour bien comprendre, parce que je pense que c'est important de juste poser les bases dans le métier de la pharma, c'est quoi le fameux métier de base? En fait, en quoi ça consiste? Les boîtes pharmaceutiques se posent beaucoup la question, c'est quoi leur cœur de métier en fait? Est-ce que c'est la recherche? Est-ce que c'est la production? Est-ce que c'est la commercialisation de produits? Très certainement, la commercialisation de produits est un des métiers clés de la pharma. Puis en plus, c'est une voie assez royale pour progresser dans une entreprise. Et pas seulement en pharma. Donc tout ce qui est marketing vente, c'est ce qui, complété par d'autres choses, conduit à la direction d'entreprise, souvent. Donc vous démarrez finalement par ce qui est le bon point de départ, entre guillemets. Oui, mais là encore, c'est parce que j'étais un petit peu tombé dedans. Logiquement, j'aurais dû commencer plutôt par peut-être dans un département médical, mais mon point de vue, c'était que si j'arrêtais la médecine et si je faisais Sciences Po, c'était pas pour travailler dans le business de la santé. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'aller vers cette monde connecté, enfin qui n'était pas connecté à l'époque, mais vers cette monde, c'était l'idée. J'avais envie de travailler dans la banque, mais je me suis retrouvé dans la vraie logique, et le seul moyen de valoriser ce que j'avais fait, et mon âge déjà un peu plus avancé que quelqu'un qui arrive à 22 ans ou 23 ans. Moi, j'arrivais à 26, 27 ans sur le marché du travail. Le seul moyen de le valoriser, c'était d'aller dans la pharma. Mais donc, il était hors de question que j'aille dans un département médical. Il y a beaucoup de médecins dans le secteur des pharmaceutiques. Moi, je voulais pas être médecin. Je voulais être business. Et donc, le marketing, c'était déjà plus ça. Et le fait que ce soit l'industrie pharmaceutique, c'était par absence d'autres choix. Ok. Voilà. Et donc là arrive un premier moment clé, parce que dans cette mécanique un peu d'entreprise qui disparaît, il y a une fusion. C'est ça? Alors, j'ai changé avant la fusion. On a changé avant, pardon. Mais c'est une opportunité. J'ai un copain, enfin c'est un collègue de bureau, mais on était devenus amis, qui s'occupait du contrôle de gestion. Donc le contrôle de gestion dans la finance, c'est la partie, il y a la compta, puis il y a le contrôle de gestion qui est de l'analyse des chiffres, construire les budgets. Donc c'est la partie plus business de la finance. Et il avait une équipe. Et j'avais très vite réalisé, je caressais déjà l'idée que je voulais, peu importe la taille de la boîte, c'était pas cette ambition-là, mais l'ambition c'était de diriger une structure. Elle pouvait être toute petite. Pour moi, c'était plus important d'être à terme le patron d'une structure de 15 personnes, ce que j'ai à peu près eu au Maroc, peut-être un petit peu plus, que d'être le numéro 6 d'une structure de 2000 personnes. Voilà, c'était mon ambition, c'était parce que je suis très généraliste et j'avais envie de toucher à tout dans une entreprise. C'est ça qui m'intéressait, de consolider. Et donc, un des enjeux quand on était dans le marketing pharmaceutique, c'était d'obtenir le management. Et j'ai vite réalisé qu'il fallait être manager pour progresser et que le management était un métier à part entière. Donc, il y avait la matière sur laquelle vous travaillez, le marketing ou la finance ou peu importe. Mais il y avait aussi la dimension, je m'occupe d'une équipe. Ce garçon donc avait décidé de partir, je ne sais plus ce qu'il voulait faire, et donc il m'a dit que son poste allait être vacant. Okay. Et donc, avant que le poste soit publié ou quoi que ce soit, ou même au moment où, je crois que le jour où il a annoncé son départ, concerté avec lui, d'abord il avait dit moi je pensais que Christophe pourrait me remplacer, et je crois que le jour même j'arrivais à glisser au DRH que j'avais envie de le remplacer. Ils m'ont donné ce poste alors que j'avais dû avoir un stagiaire, je crois, et une assistante. Et là je me suis retrouvé pour la première fois avec une équipe de 4 personnes, et en plus à manager des gens qui connaissaient mieux leur métier que moi, puisque moi je venais du marketing et eux étaient des contrôleurs de gestion. Et je pense qu'on n'est jamais aussi bon manager que quand on ne connaît pas le métier des gens qu'on manage. Pourquoi vous pensez ça? Parce que le risque, quand on connaît trop bien, c'est de vouloir faire, de vouloir qu'ils fassent comme vous auriez fait, et puis de les micromanager. Bon, c'est pas totalement, c'est un peu manichéen ce que je dis, mais c'est pas noir-blanc, mais voilà, je pense qu'il y a
Et puis je me suis vite retrouvé dans mes derniers postes. Les gens que je manageais connaissaient, voilà, que ce soit l'informatique, la partie réglementaire en pharmacie, etc. Enfin, les gens connaissaient beaucoup mieux ou la finance. Voilà, moi j'étais pour intégrer intégrer et animer. Plus on monte, à un bout d'un moment, forcément, on Exactement, ne connaît pas tous les métiers de son entreprise, heureusement. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, finalement, en fait, les managers qui ont le plus de responsabilités dans des organisations sont ce type de managers qui managent des gens qui font des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Exactement. Donc, d'une certaine manière, dès le départ, vous avez eu le terrain de jeu du manager que vous alliez devenir plusieurs années après. Et c'est obligé à faire confiance aussi. Ouais. Et là-dessus, justement, les premiers apprentissages que vous pouvez peut-être partager à des jeunes managers qui nous écoutent. Tu avais votre casquette aussi d'enseignant. Je reviens à cette histoire de responsabilité. Je trouve que c'est une grosse responsabilité. Alors, bien sûr, c'est encore plus vrai quand vous êtes à la tête d'une entreprise tout entière parce que vous êtes ultimement responsable de tout ce qui se passe. Mais déjà, quand vous êtes manager, vous avez la responsabilité des équipes que vous encadrez. Encadrer, je sais pas quels sont les beaux mots, animer, encadrer, diriger. Je sais pas, j'aime assez bien encadrer, en fait, au sens un peu classique du terme. En tout cas, voilà, c'est une responsabilité qu'il faut arriver à en faire une partie de son métier à part entière. C'est-à-dire que voilà, si on est responsable d'un département de contrôle de gestion, il y a deux matières. Il y a de produire ce qu'un service de contrôle de gestion doit produire, mais il y a aussi une autre matière pour le manager, c'est de manager les équipes, qui est presque un champ différent. Idéalement, c'est bien d'y être un peu formé. C'est ce que j'essaie de faire à Sciences Po et de donner des clés à des étudiants qui ne seront pas forcément managers tout de suite, mais certains nous le disent. Des choses de votre cours me reviennent maintenant que j'ai cette équipe. Et ça, c'est génial. Donc, je pense qu'il faut s'y former. Je pense qu'il faut surtout y réfléchir, qu'il faut le faire. Voilà, il faut le faire avec cœur, avec intelligence, avec responsabilité. C'est pas rien. Et donc, il y a finalement ce côté-là de considérer que c'est un métier, si j'essaie de reformuler, considérer que c'est un métier à part entière, qu'il y a finalement deux casquettes. Et j'imagine aussi que en tant que dirigeant, il faut aussi avoir cette conscience-là vis-à-vis des managers qu'on a dans ces équipes, on va dire de leur laisser aussi et d'avoir conscience qu'ils ont cette responsabilité-là, finalement, qu'ils ont besoin aussi d'avoir de l'espace pour pouvoir manager d'une certaine manière. Parce que parfois, on a l'impression que ce que vous dites là, il n'est pas forcément perçu aussi par le manager du manager, ou enfin, on va dire Alors, il y a plein de choses dans ce que vous dites. Il y a la situation, je trouve, très compliquée des managers intermédiaires qui sont entre le marteau et l'enclume. C'est difficile, hein, en effet, parce qu'il y a des injonctions d'au-dessus, pas forcément la liberté de manager, pas forcément d'ailleurs non plus les clés pour manager, et puis donc la pression de l'équipe en dessous, parfois avec un petit côté syndrome de Stockholm, et la posture. Est-ce qu'il doit être plus près de sa direction, plus près de son équipe, juste au bon... Voilà, il y a tout ça. Il y a le fait, en effet, je pense que c'est une deuxième étape quand on est manager, et je n'avais pas encore à l'époque, moi j'étais juste manager d'une équipe. Je pense qu'il y a une deuxième étape qui est de devenir manager de manager. Donc c'est en effet une dimension assez différente. Et puis il y a une dernière étape qui est d'avoir la responsabilité ultime ou semi-ultime de l'entreprise dans son ensemble, qui a encore d'autres implications. Et là-dessus, dans votre justement expérience, pas qu'à ce moment-là d'ailleurs, vous avez vécu typiquement les trois étapes. Oui. Celle du manager intermédiaire, c'est à quel moment que ça se produit pour vous, et justement comment ça s'est passé? Ça a été quoi un peu les enjeux pour vous? Il y avait pas mal de stades dans ma carrière où j'ai eu confirmation que j'aimais ça. Okay. Donc, quand j'ai commencé en Belgique à faire du marketing, j'ai aimé ça. Quand j'ai eu cette première équipe, j'ai aimé ça. Et voilà, j'ai su que j'avais envie et que j'aimais manager. Et puis après, quand j'ai eu plus tard ma première direction générale, j'ai aussi réalisé que j'aimais ça. Et donc, peut-être à tort, mais je pense aussi quand on aime faire quelque chose, on a plutôt tendance à le faire bien. Oui, ça c'est fort probable. C'est ce qu'on appelle aussi le spike, je pense. Enfin, on a quelque chose, enfin un anglicisme encore, mais quelque chose qu'on sait faire et qu'on aime bien faire. Bah, du coup, on le pratique beaucoup plus, et donc, in fine, on devient meilleur en moyenne que les autres. Je le note parce que je ne connaissais pas Spike. C'est quelque chose d'ailleurs de très anglo-saxon. Hein. Oui, non, mais c'est quelque chose de très anglo-saxon de dire on va plutôt travailler sur les forces finalement de quelqu'un pour les rendre vraiment meilleurs. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai lu plutôt, parce que j'ai encore
peu de recul sur tout ça. Si on revient, vous êtes contrôleur de gestion, vous avez donc premier rôle de manager, et donc là, vous évoluez dans le contrôle de gestion, donc vous avez un rôle de... vous appelez ça deputy CFO, enfin... Non, ouais, alors c'est là où arrive, ouais. c'est là où C'est arrive ça, la fusion. là, voilà. Et c'est là où arrive la Je fusion. me disais bien qu'il y avait une fusion quelque part. Hein. Donc là, j'étais contrôleur de gestion chez Wyatt et Wyatt a fusionné avec Lederle, donc Mm. pour devenir Wyatt Lederle, les deux ayant toujours disparu. Et donc, je me suis retrouvé avec mon homologue de la boîte d'en face, de Lederle, même âge, très sympa, et la boucle est bouclée parce que je l'ai recruté dans mon dernier poste chez Viatrice. J'ai fini ma carrière avec lui et ça a été un grand, grand moment de bonheur. Bruno Moget. Et donc, mais à l'époque, on s'était retrouvés tous les deux, donc avec un seul des deux qui aurait le poste au bout, parce que voilà, il y aurait un seul responsable du contrôle de gestion de Wyatt Lederle. Et ça avait toutes les chances d'être lui parce qu'il était légitime sur la finance beaucoup plus que moi. Je n'étais pas un financier, lui était un financier de métier. Et très, très brillant. Et donc, je savais que c'était plutôt lui qui aurait le poste, mais pour autant, bon, et ça s'est super bien passé. On avait la même machine à calculer qui était une Hewlett-Packard avec en polonaise inverse. Hein. Donc, c'est des machines, vous faites 5, Enter, 3+, c'est très puissant. Et si vous n'êtes pas financier, vous connaissez... Voilà, donc c'est très, très particulier. Et on avait exactement la même machine à calculer. Et on était tout le temps en réunion ensemble pour construire les budgets ensemble, etc. Et en fait, évidemment, les machines, on se les mélangeait. Et donc, j'avais une étiquette derrière la mienne et je n'avais pas mis mon nom derrière la machine. J'avais mis « Cette machine n'appartient pas à Bruno Moget ». Et voilà, mais donc au moment de cette fusion, et c'est là où en fait, donc c'est bien lui qui a eu le poste de contrôleur de gestion, mais on m'a donné une espèce de... On avait un groupe de sociétés périphériques. Je suis devenu directeur financier de cette entité, donc mon titre était vice-CFO, puisque je dépendais du directeur financier de la filiale. Et en fait, là, il y avait non seulement dans l'équipe, c'était une équipe pas mal. D'ailleurs, plutôt, j'avais aussi, je pense, un peu comme l'entreprise grossissait, j'avais aussi un peu gagné en grade ou en galon. Et l'équipe était à la fois du contrôle de gestion et des comptables, puisque c'est toute la finance. Et là, j'ai encore mieux managé, parce qu'alors, autant d'un contrôle de gestion, bon, je pouvais aider quand même, c'est des chiffres et des tableaux Excel, ça je savais. Mais là, je n'avais jamais passé une écriture comptable, j'avais un chef comptable. Et là encore, bah oui, là ça c'est en termes de management, j'étais vraiment dans une posture de manager et j'ai pas du tout cherché à avoir une légitimité technique. Et ça s'est très bien passé jusqu'à ce que j'arrive à rentrer dans enfin, j'accédais à ce que je voulais faire. Alors, à l'époque, quand vous parliez des chasseurs tout à l'heure, les gens comprenaient plus du tout mon parcours. À savoir que j'étais médecin, puis Sciences Po, puis rentrer dans le marketing pharmaceutique, puis au contrôle de gestion, mais j'allais voir mais on ne comprenait pas du tout. En fait, j'avais quand même déjà vraiment cette idée en tête de devenir patron d'une petite boîte. Et là, c'est présenté cette première opportunité qui était donc de reprendre une filiale vétérinaire, une toute petite filiale vétérinaire du groupe. Hein. C'était American Home Product Corporation, donc c'était à la fois de la pharma, mais aussi du veto. Et donc, cette toute petite filiale, je crois qu'il y avait une quinzaine de personnes. Le patron devait être nommé à l'étranger, donc je vais lui succéder. Et donc, j'ai été nommé adjoint pendant le temps il y en avait un overlap qui était prévu sur, je crois, 6 mois. Et ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu encore un rachat d'un autre labo vétérinaire beaucoup plus gros. Et donc, ce qui était une petite filiale qu'on aurait pu me confier, est devenu une grosse filiale il n'était plus question. Vous n'étiez plus la bonne personne. Plus la bonne personne, tout à fait légitime. Et c'est là où une autre chasseuse de tête, pas la même, mais donc j'avais 2 chasseuses de tête qui m'accompagnaient beaucoup dans ma carrière. C'était vraiment deux personnes avec qui j'avais développé des relations étroites. On se connaissait bien et elles m'ont suivi, elles m'ont accompagné, soit dans les moments où il y avait des moments un peu plus critiques ou quand il y avait une belle opportunité. Et je me suis retrouvé avec une très, très belle opportunité, donc chez Organon. Donc là, c'était... donc chez Wyatt, j'ai appris énormément. Non, d'ailleurs, j'ai raté une étape chez Wyatt. Parce que vous avez été aussi... Non, mais... J'ai fait tout chez Wyatt. Non, mais pas de problème, parce que justement, en fait, c'est assez intéressant, parce que vous êtes retrouvé finalement pas chez les vétos, voilà, dans le générique. Et on va quand même en parler, parce que le générique, après, c'est quand même... voilà. J'ai des boucles incroyables. Rétrospectivement, il y a des boucles incroyables. Donc, à l'époque, voilà. Donc, la première relation avec le générique pour Christophe. Voilà. Alors, quand ça s'est pas fait, cette histoire de veto, parce que, voilà. Et donc, ils ont quand même aimé bien, donc ils ont cherché à me recaser. Et à l'époque, c'était un moment passionnant où, en France, débarquait le générique.
Le générique a été créé. Il a été créé par 2 entreprises de l'époque, Mylan, que j'ai rejoint beaucoup plus tard, et Biogarant. Et puis, il y a quelques acteurs il y avait 2 manières de faire du générique, soit de faire du générique sous forme de DCI, une marque ombrelle. Donc, c'est par exemple, vous avez du paracétamol Viatris ou Mylan. Donc, il n'y a pas de nom de marque, c'est plus de Doliprane. Mais il y avait quelques acteurs qui se sont dit, non, ça marchera jamais. Alors que c'est ça qui a marché, hein. Et il faut faire du générique de marque, c'est-à-dire qu'un produit a besoin d'avoir une marque. Et donc, même si c'est une copie, donc un générique, vous lui donnez une marque, un nom de fantaisie. Et donc, on a créé, dans une division qui s'appelait à l'époque Novalis, on a sorti 4 ou 5 marques de produits génériques avec une approche déjà à l'époque assez moderne, puisqu'on avait un packaging écolo en carton recyclé. L'idée, c'était de copier un peu, de singer un peu les produits des marques Carrefour, enfin, les produits MDD, oui. Voilà, des MDD, mais quand même en les brandant, mais en ayant un packaging qui faisait en carton qui était recyclé. Voilà, de faire, c'est des bons produits, mais il n'y a pas besoin que ça soit brillant, etc. Mais on avait néanmoins pris l'approche de marque, et puis avec une marque ombrelle qui s'appelait Novalis, qui était une marque qui était dans le portefeuille de Wyatt Ledale depuis très longtemps. Alors là, ça a été génial parce que c'était une création de toutes pièces. On a recruté 40 visiteurs médicaux très jeunes qui étaient prêts à se lancer dans l'aventure du générique. Il y avait un chef de produit, un directeur des ventes, moi-même. On était une équipe il y avait 3-4 personnes au siège et 40 délégués sur le terrain qui ont bien galéré, hein, parce que c'était pas du tout facile de vendre ça. C'était une période de grande liberté aussi, parce que de la même façon, c'était pas du tout central, c'était une espèce d'expérience. Oui, là, c'est une task force, en fait, qui doit pousser Voilà, il n'y avait pas d'enjeu, on voyait. Et puis, on avait déjà, avec mon patron de l'époque, Joël Lecombe, qui est décédé malheureusement, on avait déjà, avec l'idée Novalis, on avait une toute petite idée en tête. Aujourd'hui, je crois qu'il y a prescription, on peut en parler. Plusieurs choses. Donc, ça a été une expérience très, très chouette. J'ai réussi à instaurer un peu ma singularité. J'ai reçu très récemment de quelqu'un de l'époque, un ancien directeur régional, une photo. On a fait un séminaire dans les Cévennes. À l'époque, dans la pharma, on allait à Cancun dans des hôtels 5 étoiles. Et nous, avec ces produits en carton cycle, etc., et des délégués très jeunes, super dynamiques et pas du tout blasés comme pouvaient l'être les délégués un peu installés, qui avaient été justement habitués à être choyés avec les marges de l'industrie pharmaceutique, on les a emmenés, c'était totalement décalé dans un village dans les Cévennes qu'on a privatisé. Enfin, c'était même pas un village, c'était 5-6 maisons. Il y avait une douche par maison pour 7 personnes. La bouffe était les produits locaux et on les a accueillis quand ils sont descendus du car. Le car pouvait pas aller jusqu'aux maisons, donc ils ont dû faire le dernier kilomètre à pied avec leurs valises. Et nous, on était déguisés, mais vraiment en bitique. La photo, c'est incroyable. J'ai une chemise rose, j'adore me déguiser, hein. J'ai une chemise rose, un bandana, un jean troué, une guitare, et on est toute l'équipe de direction de cette petite division. Et là, à attendre et on a fait des promenades avec les chèvres. C'était très moderne. C'était incroyable. C'était tellement pas la pharma, quoi. Et j'ai adoré ce moment. Et puis, d'un point de vue business, ça a été un fiasco total. Au bout de 6 mois, on n'avait rien vendu. Et si on a vendu une cause, c'est que on a un jour des avocats suisses, allemands qui ont appelé Wyatt en disant « Mais vous appelez Novalis en France et nous, on vient de créer la marque Novartis, qui était la fusion de Ciba et je ne sais plus qui. Donc, on a créé la marque Novartis. C'est pas possible, il faut qu'on se voit. » Et eux, très persuadés c'est la grosse machine, toute petite division Novalis. Et je me souviens très bien d'une réunion chez Wyatt Ledale. Donc, on les a fait venir. Et il y avait le grand patron Mehdi El Glaoui, qui fumait à l'époque, il fumait la pipe en réunion, hein. Il était avec sa pipe et on fait l'échange traditionnel de carte de visite et les gens de Novartis lui donnent leur carte et les avocats, etc. Ils regardent la carte, un peu interloqués. Ils jouaient beaucoup à la comédie. Ils regardent, ils leur disent « Mais Novartis, pas le droit de vous appeler Novartis en France, qui était, je pense, leur 3e marché mondial, hein. Vous n'avez pas le droit, on s'appelle Novalis, on a cette marque qui existe depuis 20 ans. Monsieur Mopa a fait plein de business avec. » Oh, le fake it until you make it, exceptionnel. Comment s'en sortir pour finalement... Et à défaut de vendre des médicaments, je crois qu'on a vendu la marque aux 25 millions de dollars à Novartis. Ah, c'est une belle affaire. Et voilà. Et j'ai rien touché dessus. Oui, mais une belle histoire en tout cas. Ouais. Là, c'est fort. Et donc là, bon, maintenant ce chapitre-là étant raconté, on peut passer à Organon. C'est une période où vous allez avoir des cycles assez courts sur des jobs très différents. Je ne sais pas si on va tous les faire de manière exhaustive, mais c'est le moment quand même de l'expatriation. Il y a le Maroc, il y a les US, il y a le rapport au siège, il y a plein de sujets en fait. Donc
Je vous laisse la main. Plusieurs choses. Ressortir cette... Déjà, oui, les cycles courts, c'est depuis le début, mais c'est des cycles courts d'apprentissage. Donc, j'ai tout chez Wyatt, j'ai fait du marketing, de la finance, des ventes, du management. Donc, c'était vraiment des classes. Donc, j'ai vraiment tout appris. Et le premier point d'orgue, donc ça s'est transformé dans une grosse business unit, marketing, vente et médical, autour de la psychiatrie, un antidépresseur nouveau, qui est maintenant qui a des ventes confidentielles, mais c'était assez rigolo parce que ma mère qui a 94 ans, on a pris il y a pas longtemps. Je croyais qu'il n'existait plus, et les génériques. Pour revenir sur le boulot, donc une grosse business unit avec plus de 200 personnes, parti sur le terrain, au siège, un très gros lancement de produits. Donc voilà, en fait, enfin les lettres de noblesse dans la pharma, et être business unit, et puis une place au comité de direction aussi, ce qui est l'antichambre. C'est là où on voit finalement tout ce qui se passe dans l'entreprise, la finance. Voilà, j'étais fantastiquement heureux pendant 2 bonnes années. C'était compliqué en plus, c'était le rapprochement chez Organon de Organon et Rion Laboratoire. Donc j'ai toujours été dans des contextes et mon équipe de transformation en fait. Et mon équipe était composée d'une partie d'Organon, d'une partie de Rion, et je devais mettre tout ça ensemble, des cultures différentes. Vraiment très 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 intéressant. Alors oui, pour la petite histoire, Organon, la marque réapparaît maintenant, mais l'entreprise que j'ai connue d'AkzoNobel a disparu. J'ai été un peu plus de 2 ans en France, et dernière chose, le point d'orgue, ce que je cherchais depuis toujours, donc et je l'ai demandé, hein, et on m'a proposé donc de partir au Maroc, être patron de filiale, à la fois de la filiale marocaine, mais j'étais également responsable de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Afrique francophone. Et donc, je venais de cette grosse business unit de 200 personnes pour me retrouver avec une 30aine de personnes au Maroc, je crois, une dizaine un bureau en Algérie, et 5 en Tunisie, et puis un itinérant qui faisait les différents pays d'Afrique. Et très exotique. J'ai découvert Casablanca. J'ai accueilli la famille. J'étais en écléreur, comme souvent à l'étranger. Je suis parti en écléreur pendant 6 mois, puis la famille m'a rejoint. C'est des souvenirs merveilleux, et beaucoup de charme. J'ai été logé à l'hôtel d'abord au Royal Mansour. Alors j'avais un chauffeur à l'époque, parce que c'est parce que les Hollandais trouvaient que c'était pas prudent de conduire, parce qu'ils avaient eu des déboires avec avec un des anciens directeurs généraux qui avait eu. Donc j'avais un chauffeur, mais j'avais une 406 pourrie avec un chauffeur. Donc c'était 406 break verte avec un chauffeur. Et quand je revenais le week-end, je voyais au compteur que Brahim avait fait 1000 km de plus. Donc, probablement, il avait des dettes de jeu. Donc, je crois qu'il utilisait ma voiture pour faire taxi le week-end quand j'étais en France. Ça, voilà. C'est impossible. On a adoré. Donc, la famille m'a rejoint. Maintenant, on a 5 enfants, mais donc mes deux enfants et ma femme à l'époque qui est libanaise. Donc, en fait, c'est vrai qu'aussi, on avait aucun souci, une certaine familiarité avec le monde arabe. Ça a été une très chouette période. Ça s'est très bien passé professionnellement. Je ne sais plus comment étaient les résultats. Pas mauvais, je crois. Pas rien de dithyrambique, mais là, j'ai appris ce que c'était d'être directeur général. Et honnêtement, le business d'Organo au Maroc, c'était du business. Hein. Il y avait... Surtout qu'à l'époque, je pense que on était plutôt dans la période d'ouverture du Maroc. La Tunisie était déjà très ouverte, le Maroc était... Voilà, donc ça marchait comme une boîte occidentale de petite taille, mais voilà, il y avait pas de différence. Hein, et avec des gens très, très, très chouettes. Oui, parce que le contexte politique à l'époque, c'était après l'accession au trône de... Oui, c'était M6. Ouais, c'est ça. Mais c'était... Alors après, il y a eu une période, mais c'est juste le moment où je suis parti, il y a eu le 11 septembre. J'ai vécu à Casa. Voilà. Je pense que le 11 septembre a marqué aussi un basculement là. Ouais. La petite anecdote rigolote, c'était, je vous l'avais raconté, il y avait un tableau de la reine des Pays-Bas derrière moi, derrière mon bureau. Et sur ce tableau, derrière ce tableau, il y avait un coffre-fort. Et dans le coffre-fort, il y avait des devises. C'était pas illégal du tout, mais il y avait des devises de tous les pays dans lesquels on opérait. Et là où il y avait besoin de payer en liquide. Je pense qu'aussi, il y avait peut-être des facilités de paiement qui étaient vaguement, je pense qu'aujourd'hui, avec la compliance, c'est plus possible, mais je tenais la comptabilité de ces devises sur un petit papier qui était dans le coffre et que je montrais à mon patron quand il venait. Voilà. C'est improbable quand même, genre le recul là. Ouais. Mais la paye, il y avait une division peinture donc d'AkzoNobel au Maroc. La paye des employés de l'usine était, parce que les gens n'avaient pas de compte en banque, donc la paye était versée en liquide. Il y avait donc quelqu'un qui venait avec la valise et une table, et les gens, toutes les semaines, venaient toucher leur paye en liquide. Mais ce n'est pas le cas dans la partie pharma, où les gens avaient plus de moyens. Oui, c'était plus bancarisé. Ok. J'ai envie d'arriver au commencement assez vite, parce qu'en fait, pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, il y a un élément que je
réalise de plus en plus avec mes invités sur les grandes épopées, c'est qu'il y a un moment donné dans une carrière où, ça peut être à 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, il y a un moment où il y a un renouveau, un commencement. Il s'avère qu'en préparant cet entretien, tous les deux, on a préparé jusqu'au commencement. Et comme je vois que le temps passe, je me dis qu'il faut absolument qu'on aborde cette question, sinon en fait on va passer à côté d'une grande partie de la valeur de ce que je voulais qu'on aille chercher ensemble. Donc je me permets de faire un saut dans le temps. Donc il y a eu cette grosse phase Organon jusqu'en 2007, où vous passez au siège à New York, puis ensuite vous allez aller aussi en Italie. Donc là encore une fois, Organon va être vendu, et vous arrivez donc chez Meda en 2007. Donc là, c'est le moment que vous m'avez décrit comme le commencement. Je veux bien que vous me dites pourquoi est-ce que vous avez considéré ça comme un commencement et qu'est-ce que vous mettiez derrière ce terme. C'est une super question. Et c'est venu, j'y avais jamais réfléchi avant qu'on en parle la dernière fois aussi. Ça m'est venu assez spontanément. J'ai beaucoup parlé de mon apprentissage chez Wyatt. Je pense que ce que j'ai continué à faire, et on n'a pas besoin d'en parler, mais ce que j'ai fait au Maroc, ce que j'ai fait ensuite au siège, ce que j'ai appris au siège aux États-Unis, et puis ce que j'ai appris dans une grosse filiale qui était l'Italie, c'était tout ça, c'était de l'apprentissage. Plus cette dimension de jeu dont on a parlé parce que c'était l'étranger, c'est toute une période de ma vie, voilà, où je me suis développé. Et puis par ailleurs, on l'a évoqué, c'est peut-être un message, c'était la période de ma quarantaine. J'ai énormément d'indulgence pour cette période où hommes et femmes, peut-être même encore plus les femmes, ont construit le corps de sa vie. On ne gagne pas beaucoup d'argent, on a des gamins, c'est super dur, on a 1, 2, 3, 4 enfants. On a des petits appartements, on travaille comme des dingues parce qu'on veut prouver quelque chose, ou pas comme des dingues, mais le travail, voilà, c'est pas évident. Il y a des choix de carrière qui sont pas simples. Il y a des moments où la boîte essaie de se secouer, où elle disparaît. Et donc, moi, voilà, je trouve que c'est une période sûrement enthousiasmante, mais voilà, c'est super dur. Et puis souvent, c'est mon cas d'ailleurs, ça se termine par un divorce. Voilà, c'est une vie bumpy. En tout cas, dans mon cas, on n'a pas forcément eu la liberté ou le temps de choisir. Donc les choses vous tombent un peu dessus. Voilà, on est avec quelqu'un, on est bien, on a envie d'enfants, on se marie, les enfants arrivent. Il y a des difficultés avec les enfants aussi. C'est une sorte de tunnel, en fait. Ouais, c'est une sorte de tunnel, mais c'est super. Tunnel, c'est peut-être oui, il y a un côté tunnel, oui, parce qu'on n'a pas un moment. Ça fait peut-être quelques années où je me dis en début de week-end, qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Là, vous avez raison, le week-end est un tunnel entre les activités, les mails à finir et puis essayer de voir quand même des copains. C'est pas qu'on fait rien, mais voilà. Et j'ai beaucoup d'indulgence et d'affection pour les gens qui sont dans cette période-là. Après, il y a le commencement où, justement, dans sa carrière, puisque quand même le thème, c'est la carrière, on sait faire les choses. On est donc beaucoup plus sûr de soi. On commence aussi, vous avez parlé de tous ces trucs de 2 ans. Bah oui, parce que c'était à chaque fois de l'apprentissage, mais j'ai même vraiment jamais eu le temps de voir mes résultats, qui n'ont jamais été très bons d'ailleurs. Et j'ai commencé à découvrir les cycles longs, d'avoir le temps de faire des choses, de construire avec des équipes, d'être beaucoup plus posé, d'être beaucoup plus aussi dans la bonne posture. Je pense qu'aussi, voilà, toutes les conneries dont on a parlé, je les avais pas gommées, mais je les avais lissées un peu. Donc j'ai commencé peut-être d'une certaine façon à être vraiment bon. Je crois aussi que j'étais arrivé au métier que je voulais. En fait, je voulais une direction générale en France. C'était plus du jeu. D'où le commencement. Et puis, j'ai commencé une nouvelle vie. Et Dieu sait que cette période en famille, avec ma famille dans sa première composition, a été merveilleuse. Et j'ai fait, alors ça, peut-être qu'on peut faire une petite parenthèse. J'ai fait une thérapie. Donc, quand je suis revenu de New York, on venait de se séparer. Je faisais la navette parce que les enfants, pendant 3 mois, mon ex-femme et les enfants étaient encore à New York. Mais j'étais surtout, je me suis retrouvé à Rome. J'étais dans la plus belle ville du monde et je trouvais ça moche. Et quand vous trouvez Rome moche, vous dites il y a un problème. C'est le filtre en fait qui va pas. Voilà, donc j'ai pris des antidépresseurs, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Ce sont des médicaments incroyables, donc ça m'a fait du bien. Et puis quand je suis revenu en France aussi, c'était un recommencement. J'ai pris les enfants, là, quand j'étais en Italie, je faisais la navette avec eux. Mais donc quand je suis revenu en France chez Meda, j'ai aussi recommencé, je me suis réapproprié mes enfants en les ayant en garde alternée 1 semaine sur 2. Et là, c'est très injuste parce que quand vous êtes un homme et qu'à 18 heures, vous dites je dois partir de réunion parce que je vais m'occuper de mes enfants, tout le monde dit c'est merveilleux, il s'occupe de ses enfants. Quand vous êtes une femme et qu'à 18 heures, vous dites je m'occupe des enfants, elle nous emmerde, elle ne peut pas travailler comme tout le monde. Très injuste, mais c'est ça que j'ai vécu.
Mais en effet, j'allais vraiment m'occuper de mes enfants. Je faisais la cuisine pour eux. Ils se souviennent encore des quelques recettes, le poulet citron que je faisais, les trucs comme ça. Et je me suis occupé d'eux. Donc, je me suis réapproprié mes enfants. Et puis là, sont arrivés les 3 enfants avec Julie, qui a débarqué du jour au lendemain dans ma vie. Parenthèse dans la parenthèse, hein, c'est un peu mon truc. Pour être un patron d'entreprise, il faut faire un travail sur soi. Pour être un bon patron d'entreprise ou pour être un bon manager voilà, je pense qu'il sait. Alors, à titre personnel, je le regrette encore plus, j'ai réglé plein de problèmes. On règle pas tout, hein, mais j'ai réglé plein de problèmes. Mais je pense que cette psychothérapie était un moment important. Si, peut-être c'est aussi ça qui m'a aidé au commencement. J'y avais pas réfléchi quand on a parlé la semaine dernière, mais ça m'a énormément fait de bien et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Juste sur ce point-là, pour rebondir, est-ce que de votre point de vue maintenant, avec le recul et puis les années qui ont suivi cette psychothérapie, quel est le regard en fait que d'autres personnes portent sur ce sujet? Parce que moi spontanément je me dis c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus, encore que si récemment j'ai vu qu'il y avait une communication assez importante sur des patrons qui parlent de vulnérabilité et qui montrent que justement à un moment donné il faut montrer cette vulnérabilité qui n'est pas une faiblesse, etc. Quel est votre regard là-dessus? Alors, je le dis toujours à mes étudiants dans mon cursus parce que je les encourage à y réfléchir. Là, je vous le dis, je peux le dire sans problème. Je le claironne pas forcément. C'est pas mais quand je parle de psychothérapie, enfin oui, et en plus, voilà, moi j'ai même fait une psychanalyse, hein, et j'ai alors, c'est assez français aussi de faire ça, mais ou argentin, mais on peut faire le coaching, c'est pas ça non plus. Enfin voilà, donc je pense qu'il y a un vrai travail sur soi, s'il n'y a pas 40 millions de manières de le faire. Hein, donc voilà. Mais du coup, c'est un conseil que typiquement vous avez entre patrons, entre dirigeants, c'est quelque chose qui se dit, qui se partage. Parce que là, vous donnez ce conseil aux éditeurs en disant, bah en fait, le message que j'entends, c'est qu'il est jamais trop tôt pour le faire, entre guillemets, et le problème, c'est plus de considérer qu'il faut quand même, à un moment donné, prendre le temps pour le faire. Alors, il faut pas forcément se forcer. C'est quelque part, il faut presque avoir la chance d'avoir une raison de le faire. Il y a un truc c'est une chance d'avoir un truc qui va pas bien, en fait. De nouveau, je crois beaucoup, et c'est toujours l'histoire du syndrome du bon élève. C'est bien d'avoir des pépins, en fait. Okay. Et donc là, ça a été l'opportunité, mais d'une certaine façon, faut saisir le pépin. Okay. Il y a beaucoup de gens qui le laissent passer et qui en profitent pas pour faire ce travail. Et puis après, en plus, ça coûte un peu d'argent, donc c'était plus facile de le faire à ce moment-là que plus jeune. Pour revenir sur votre question sur le commencement, donc ça a été aussi donc le commencement d'une réappropriation de mes enfants, commencement très vite après d'une nouvelle aventure de famille. J'ai rencontré Julie dans une soirée, mais on se connaissait très peu, donc on avait passé quelques déjeuners ensemble. Et un jour, au bout de 2 mois, donc on avait beaucoup échangé, mais donc au bout de 2 mois, un jour, elle m'a téléphoné, et un dimanche à 13h, je me souviens très bien, elle m'a dit: si tu es d'accord, dans 1 heure, je serai chez toi avec mes valises et les enfants. Ouais. C'est net. Voilà. Et donc voilà, donc ça a commencé comme ça. Et voilà, donc là on s'est retrouvé à 5, et dans cette maison dans laquelle vous êtes, on a été acheter des petits bouts à la voisine, on a récupéré le local vélo pour faire une maison où il y avait dans 130 mètres carrés 5 chambres pour nous 7. Si j'essaie de remettre avec mes mots, c'est que finalement il y a plusieurs éléments concomitants. Il y a professionnellement cette capacité à être passé, en fait, on va dire, il y a le socle de base de compétences. Il y a des éléments familiaux. Et donc là, ça donne un vrai moment clé qui est ce commencement. Oui, et ce commencement avec tout de suite, et vous avez parlé de Sciences Po tout à l'heure, on peut ajouter Sciences Po, j'ai commencé à peu près à ce moment-là. Donc d'emblée, finalement, je suis arrivé là, j'ai continué ma maturité, etc., mais j'ai envie de transmettre. Ok. Et alors, racontez-moi un peu, donc MEDA, la découverte du temps long en entreprise. Vous avez parlé aussi de culture d'entreprise qui avait l'air d'être Ouais, MEDA, c'était une société qui a disparu, hein, puisque forcément j'étais dedans. Donc, c'était suédoise. Ah, c'était génial parce que il y avait un siège. Alors ça, c'est un bon enseignement pour les groupes. C'est quand même une société qui faisait, je crois, 2 milliards d'euros mondialement. Donc c'est pas une toute petite boîte, hein. Mais au siège, il y avait 40 personnes à Stockholm. Okay. Et quand il y a si peu de gens dans un siège, c'est génial parce que donc ça veut dire que vous n'avez pas des process dans tous les sens. Vous avez des gens qui sont tellement occupés à faire ce qu'ils ont à faire au siège qu'ils viennent pas vous emmerder dans vos filiales. Et ça, c'est une leçon incroyable. Et donc ça a été, il y avait un esprit presque start-up, c'est pas le mot, mais un esprit très entrepreneur. Les termes qui définissent la culture d'entreprise à l'époque, comment vous la définissiez? Entrepreneurs, voilà. C'était des entrepreneurs très très pragmatiques, très rapides,
très prêt à faire plein de choses différentes, voilà, pas du tout encrassé comme souvent des grosses entreprises. Ok, très clair. Et à ce Ce que j'ai moment-là, retrouvé bizarrement chez Mylan, société américaine beaucoup plus grosse. Donc en fait, il y a une culture, quand Meda a été racheté par Mylan, en fait, il y avait et ça s'est très bien passé, alors que Mylan avait racheté une autre division, donc c'est des produits matures d'Abbott, beaucoup plus établis, beaucoup plus classiques, et la greffe culturelle a beaucoup moins bien pris, alors que la greffe culturelle avec Meda a très bien pris, parce qu'en fait, ça se ressemblait beaucoup comme manière de travailler. oui, comme quoi il y a aussi une distinction à faire entre finalement, c'est pas parce que la taille de boîte n'est pas similaire que la culture peut ne pas être similaire. Après, l'enjeu, c'est comment qualifier une culture d'entreprise a priori. Je me demande d'ailleurs là-dessus à quel point vous avez été impliqué quand il y a eu des moments comme ça d'intégration ou de fusion dans votre carrière. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous étiez vraiment autour de la table sur ces questions justement de M&A, de capacité à intégrer Alors, pas du tout pas du tout dans le côté décision, ni donc la partie bilan, enfin, donc voilà, donc ça, en général, la partie du deal, on va dire. voilà, la partie du deal, non. Mais derrière, oui, qui met en place, qui fait que le deal va marcher ou pas marcher, c'est celui-là. Et surtout quand vous êtes patron de filiale, là, c'est entre vos mains, parce qu'en plus, les cultures locales, enfin, il y a la culture de l'entreprise ou des deux entreprises, mais il y a aussi des sous-cultures locales qui font, donc c'est vraiment, voilà. Il y a des historiques locaux et puis des poids respectifs locaux qui sont très différents d'une entreprise, d'un pays à l'autre. Ok. Et là-dessus, est-ce que vous avez peut-être des enseignements à partager sur ce que vous aviez appris et retenu de ces moments qui sont quand même des moments assez clés dans une vie de boîte, parce que le nombre de fois où ça peut, justement, la greffe prend pas, ça capote. Alors, ce dont on parlait en termes de responsabilité du dirigeant, c'est encore plus vrai dans ces périodes très chahutées, au-delà de savoir si ça va être bon pour le business, il y a souvent une partie des équipes qui reste sur le carreau, qui l'ont pas cherché, hein, qui ont autant un licenciement individuel en règle générale, c'est ce que j'enseigne à Sciences Po, quand c'est pas une décision qui vient comme ça, c'est l'aboutissement d'un long processus, et il y a une personne dont l'activité n'est pas adaptée à ce qu'attend l'entreprise. C'est pas que voilà, et puis on se sépare, et honnêtement, c'est pas des moments simples, mais il y a une raison. Et là, ce sont des gens, vous avez des gens, ils sont ce qu'on appelle, le terme horrible en anglais, ils sont redundant. Ils sont en trop. Ils font bien leur taf, et c'est pas mérité, et il y a une partie d'entre eux pour des critères qui sont ce qu'ils sont, qui sont parfois des critères sociaux très bien, mais qui sont parfois aussi, voilà, c'est totalement très injuste et très difficile, d'où le rôle du dirigeant est tellement important pour que les choses se passent le moins mal possible. Et donc ça, oui, j'étais beaucoup confronté à ça. Et là-dessus, donc, il y a acté le fait que, de facto, c'est un processus qui est, je reprends vos termes, injuste. Donc ça, c'est un premier enseignement, c'est que le dirigeant doit accepter cette réalité-là. Et ensuite, quand on l'accepte, vous, dans votre cas, en fait, est-ce qu'il y a des choses, parce que quand même, émotionnellement, j'imagine que c'est pas neutre quand on est face à une injustice et qu'on doit en plus défendre parfois ces positions-là. Comment, en fait, vous avez fait à titre personnel pour passer aussi, accepter finalement, passer à la phase d'acceptation de cette réalité Est-ce que c'est le côté jeu finalement, prise de recul? Non, là, justement, là, j'y pensais quand vous me disiez, là, le terme, en tout cas, le terme de jeu, là, est plus du tout approprié. Ok. Mais c'est peut-être le cadre. C'est le cadre et les équilibres. C'est-à-dire que vous êtes constamment à la recherche de l'équilibre qui sera le plus correct pour l'ensemble des parties prenantes. C'est le respect du cadre aussi. Je pense que voilà le rôle des syndicats, le respect de la loi. Je trouve qu'en France, on a quand même, c'est pas mal fait en France, hein, pour les plans, les PSE, enfin tout cet accompagnement. Et puis c'est plus facile. J'ai eu la chance d'être dans des entreprises qui avaient les moyens de traiter les gens correctement, à la fois avec les packages avec lesquels ils partaient, en termes d'outplacement, en termes d'accompagnement. C'est certainement plus difficile dans des entreprises qui ont peu de moyens. À l'inverse, dans les entreprises qui ont peu de moyens, c'est souvent une nécessité vitale. Et dans les gros groupes, c'est parfois, voilà, là, il y a des vrais enjeux politiques entre les licenciements dits boursiers qui sont difficilement acceptables. Et puis après, des vraies nécessités économiques quand vous réunissez deux entreprises. Voilà, mais il y a des vraies questions derrière, mais il faut faire les choses bien. Et je pense que d'être au clair avec sa conscience, en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir toujours être au clair avec ma conscience, et d'avoir aussi des équipes, notamment la partie RH, etc., qui aidaient énormément à accompagner les choses correctement. En vous entendant, j'ai l'impression qu'il y a quand même un sujet autour du pourquoi. Il faut trouver son pourquoi, entre guillemets, qui
justement qui permet de parler typiquement d'entreprises qui sont en difficulté, qui ont parfois la nécessité de passer par ces phases-là. Le pourquoi, là, il est à peu près clair, quoi, parce que c'est la survie de la boîte. Et là, dans d'autres cas, c'est trouver son pourquoi pour justement pouvoir être sincère dans sa posture, j'ai envie de dire. C'est malheureusement aussi des phases où il faut parfois pas aller au bout de ces questions, malheureusement. Parce qu'il faut pas être dogmatique. Ok. Il faut aussi que ça passe. Faut bien sûr réfléchir, faut bien sûr se poser des questions, faut aussi, bien sûr interroger sa conscience. Faut pas forcément aller jusqu'au bout du pourquoi à ce moment-là. Je sais pas si ça C'est-à-dire que ça peut être bloquant plus que libérateur. Oui, il y a un moment, il faut y aller. Mais même aussi, en termes de temps, hein, je pense que le pourrissement d'une situation est pas une bonne chose. Ok, très clair. Il y a un deuxième moment clé. Donc là, alors MEDA, c'est une grosse étape, hein, c'est 2007-2016. Il y a un autre moment clé peut-être à la fin de cette période, parce qu'encore une fois, MEDA disparaît. Donc là, il y a Mylan. Et ce que j'ai remarqué, alors c'est une partie qu'on n'a pas préparée, hein, mais c'est hier soir, en regardant votre profil LinkedIn, je me suis évidemment un peu renseigné. Et je me suis dit, mais c'est génial. J'ai l'impression que même quand les boîtes disparaissaient, d'une certaine manière, Christophe, il a réussi à bien gérer ces phases-là, même pour sa carrière. Et j'étais curieux de savoir comment ça s'était passé. Voilà, donc cette fin de MEDA et ce début de Mylan. Alors, c'est une rencontre. Enfin, Mylan, c'est une rencontre et un accident. J'étais programmé, en fait, pour. MEDA était assez petit en France et on était racheté par un mastodonte qui était Mylan. Et puis un mastodonte dont l'ADN, c'est le générique, qui n'était pas du tout, en dehors de la petite expérience que j'avais eue sur le générique de marque, qui n'était pas du tout ce que je savais faire. Et puis il y avait un patron qui n'était pas là depuis très longtemps chez Mylan. Et donc, forcément, étant la petite boîte achetée par la grosse boîte qui avait déjà un patron en place, j'étais destiné à sauter. Et je m'y étais préparé, hein. J'avais d'ailleurs déjà prévu à l'époque de faire une formation de coaching, donc j'y étais préparé. Et puis donc la rencontre, c'est donc Arthur Schwach qui était mon patron jusqu'à ce que je parte ici. Je sais pas pourquoi enfin plein de raisons, mais on a bien accroché très vite, alors que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup mais qui est très introverti, très timide, très difficile d'approche. Mais il y a eu, je crois qu'il y a eu une connexion. Et donc, il avait envie de me trouver, de me garder. Et je lui ai dit, oui, moi, je veux bien t'aider. Je veux bien. On s'est tutoyé très vite d'ailleurs. Je veux bien t'aider. Je veux bien même m'occuper de la France, mais je ne veux pas rester numéro 2. Enfin, je veux bien aider le patron de la France, mais je ne resterai pas numéro 2. Ça fait trop longtemps que je dirige des boîtes. Ça faisait presque, oui, je l'ai fait presque 10 ans chez Meta. J'ai fait 10 ans. Voilà, je suis habitué à être patron et même dans une boîte aussi prestigieuse que Mylan, je ne veux pas être numéro 2. Donc, voilà. Et donc, mais je te fais le boulot et puis tu me vires après et j'irai faire mon coaching. Et puis, il m'a appelé une semaine après en me disant, Christophe, bon, j'ai bien compris que tu voulais être numéro 1. Et donc, ça va être difficile de refuser. Je t'envoie prendre le poste de patron de Mylan en Espagne. Ce qui est incroyable quand même. Voilà. Et donc, alors, après, mais entre-temps, il s'est passé l'accident. Ah oui. C'est-à-dire que ça, c'était, alors je sais plus tout à fait chronologiquement, mais donc on devait aller présenter oui, ça c'était avant qu'il le décide parce que je pense que ça l'a aidé dans son choix. Donc, on devait aller présenter notre business à Zurich, au siège de Mylan Europe à Zurich. Et donc, je vais aller présenter le business de MEDA. La date était prévue. Et donc, j'avais ramené mon scooter d'Italie et je conduisais toujours aussi mal. Et donc, un soir, en sortant d'une soirée peu arrosée, j'ai eu, à 2 heures du matin, un accident de scooter tout seul. Hein. J'ai réussi à me vautrer sur un petit... Vous savez, parfois au milieu des routes, il y a des petits trucs en hauteur que je n'avais pas vus. Je suis pas le seul à être tombé là, et donc je me suis retrouvé. Donc ma femme a été appelée, c'était, semble-t-il, je suis sûr, c'était pas du tout agréable pour elle. Il y a quelqu'un qui l'a appelée à 2 heures du matin en lui disant, vous êtes la femme de Monsieur Mopa, je suis à côté de lui, il est allongé, il peut pas vous parler, on attend l'urgence. Donc je me suis caché j'ai eu 4 côtes déplacées, une épaule cassée, et ça c'était à une semaine de la présentation à Zurich. Et le médecin m'a strictement interdit de prendre l'avion parce qu'il y avait un risque de pneumothorax parce que mes côtes étaient déplacées. Donc, interdiction de prendre l'avion. Donc, je suis allé à Zurich en train une semaine après, avec le bras en écharpe. Enfin, on pouvait pas plâtrer, mais j'avais un du jarrier. Donc, le bras était immobilisé. Mes côtes cassées, je pouvais pas rire, je pouvais pas tousser. Et c'est mon directeur marketing, Grégory, qui m'a mis à l'hôtel mon pantalon et mes chaussettes le matin avant d'aller à la réunion. Et j'ai fait la réunion dans cet état-là, sous morphine,
parce que j'avais très mal. Et donc, j'ai jamais été aussi bon, en fait, parce que j'étais plutôt décontracté par la morphine. Et surtout, ils se sont dit, mais ce mec... N'y voyez aucun conseil. Et le mec, ils se sont dit, mais ce type, il a un courage, il sort de son accident et il est là pour nous présenter son business. Et donc, c'est ce qui a, je crois, fini de convaincre Arthur que j'étais peut-être la personne dont il avait besoin en Espagne. Enfin, le coup de pouce du destin, j'ai pas envie d'aller jusque-là, parce que quand même, mais c'est vrai que l'histoire est, in fine, une belle histoire, parce que ça se termine bien. Oui, Voilà. mais je fais plus scooter. Enfin, j'ai toujours le scooter, mais j'ai plus le droit d'utiliser. Ok, je pense que c'est peut-être une sage décision. En tout cas, regardez ce que vous venez de raconter. Et donc là, vous avez... J'ai payé pour 20 ans de très mauvaise conduite. Donc, j'ai fini, notamment en Italie, 20 ans de conduite de fou sur un deux roues, ça a fini par se payer. L'anecdote, en tout cas, dans notre cas, nous permet de comprendre en partie l'élan, en fait, qui a participé aussi à ce passage à Maïla en Espagne. Et donc là, vous êtes à nouveau patron, mais là, vous changez d'échelle. Non, c'est plutôt... Oui, c'est mon span of control, comme on dit. Donc, quand j'étais chez Meda, je m'occupais d'une partie de l'Europe en plus de la France. Ah oui, c'est ça. Et l'Espagne était en effet plus gros, mais un seul marché. Mais c'est surtout, j'ai appris les spécificités de Mylan, donc sur l'activité générique. Et puis là, d'une certaine façon, par rapport notamment à ma dernière expérience en Italie, c'était la possibilité, avec une vraie expérience de directeur général, de prendre une filiale à l'étranger. Ça a été aussi de nouveau une vie d'expatrié, cette fois-ci donc avec l'autre partie de la famille, donc avec les enfants de Julie et Julie. Mais aussi là, un espèce de passage de flambeau, parce que mes enfants ont dit aux enfants de Julie, comme c'était chouette d'aller à l'étranger, parce que convaincre des ados de partir, même en Espagne, quand on est bien implanté en France, c'était pas évident. Et c'est mes enfants qui ont convaincu. Donc et qui l'ont déjà vécu et qui l'ont bien vécu. Là qu'on convaincu Malo, Blanche et Gabin que c'était génial d'aller à l'étranger et ça a été génial pour tout le monde. Voilà, donc, et j'ai fait ça, là c'était la période du Covid, donc c'était un petit peu, oui, c'était un peu rock'n'roll et les résultats étaient, voilà, on a un petit poids sur les résultats, je l'ai dit un petit peu en filigrane, j'ai jamais eu, en fait, d'abord j'ai eu beaucoup de boîtes qui ont traversé des trucs très compliqués, j'ai des activités qui se sont arrêtées. J'ai jamais eu de super résultats. En Espagne, ça frémissait, mais j'y suis resté pas assez longtemps parce que ce qui s'est passé, c'est que le patron de Mylan France a disparu. En fait, petit à petit, il est moins venu, puis il a fini par plus être là. Et donc, Arthur, mon patron, qui était à l'époque le patron de l'Europe, a dû trouver très rapidement un remplaçant. Donc, J'attends, juste pour vous comprendre, disparu. Je suis désolé, parce que là, j'espère, mais il a disparu. Ouais. Il est moins. Il y a eu un espèce alors, il y avait le Covid, et il a eu un petit enfant, et voilà, petit à petit, il s'est désengagé du truc. C'est pour comprendre, disparu, qu'est-ce qu'il y avait derrière en fait. Oui. Non, il a pas. Mais il y a eu un petit côté, il s'est désengagé, et puis voilà, et ils sont séparés finalement, mais sans que ce soit abrupt ou dramatique, ça a été un peu progressif, et donc ils se retrouvaient avec cette très grosse filiale très importante pour Mylan sans patron. Et j'étais naturellement finalement la personne qui a été appelée. C'était pas du tout mon ambition, parce que j'étais super bien en Espagne et je me voyais assez bien. Je commençais déjà à réfléchir à la fin de ma carrière. Mais là, encore une fois, je le devais à cette entreprise et à Arthur, puisqu'ils avaient besoin de quelqu'un. Donc, la famille est restée d'ailleurs en Espagne pendant plus d'un an, où je faisais la navette dans l'autre sens. Mais j'ai repris cette boîte entre Lyon et Paris, qui était une espèce de navire amiral. Hein. C'était beaucoup plus gros que tout ce que j'avais toujours fait jusqu'à présent. Plus d'1 milliard d'euros, 1000 personnes, un acteur vraiment important. Et on l'a vu, c'est devenu, quand j'ai pris, on l'a porté au premier rang en France. Oui, parce que c'est la continuité de Viatris ensuite, en fait. Oui, alors, voilà, en fait, Mylan est devenu Viatris. Aussi, il y a eu cette incorporation d'Ob John, mais ça n'a pas été très important pour la France. Mais donc, il y a eu encore une transformation. Mylan a disparu. Le nom de Mylan a disparu. Et donc, on s'est retrouvé avec Viatris. Et bizarrement, c'est peut-être un point d'or, parce que c'est la première fois que j'ai eu des super résultats. Donc, c'est la première fois où j'ai eu une entreprise avec une croissance quasiment à 2 chiffres et sans qu'il y ait un énorme nouveau produit. C'est simplement par le boulot qu'on a fait avec les équipes. On a porté donc on a une croissance de 10%. On a porté cette entreprise au premier rang en France. On a fait des tas de choses incroyables. On a donc beaucoup développé l'entreprise, beaucoup développé les managers, beaucoup aussi renforcé le rôle de l'entreprise, tant sur le marché qu'aussi vis-à-vis des pouvoirs publics. Voilà, c'était une période de succès que j'avais jamais eue, en fait. C'est incroyable quand même, parce que moi je trouve que c'est un message. Attendre 60 ans. Mais c'est incroyable. Je trouve que c'est tellement plein d'espoir, et c'est tellement à l'inverse de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Souvent, en fait, on entend
Les gens montent, et puis à un moment donné, ils sont à un endroit où ils cassent tout, quoi, parce qu'ils sont plus compétents et ils sont mis là. Bon, après, voilà, on trouve un moyen de leur dire par ici la sortie. Et là, dans votre cas, en fait, c'est tout un tas de moments où le résultat, il n'est pas forcément au rendez-vous, en tout cas de ce que vous dites. Voire des catastrophes. Et là arrive quasiment la fin de votre carrière, en tout cas d'une partie de la carrière dans la pharma. Et là, ça décolle, là, ça fonctionne. En fait, c'est presque... On aurait envie d'écrire cette histoire, quoi. Il y a un storytelling C'est c'est un gentil, mais puzzle. c'est ce qui est arrivé. Non, non, mais c'est... Et puis, pour éviter ce que vous avez dit de partir trop tard, j'ai pris la décision d'arrêter en haut de la vague. Et c'est beaucoup comme ça qu'on l'a décrit. J'ai pas voulu que ça aille moins bien. Donc, j'ai fait jusqu'au bout. Hein. J'étais parti pour faire plutôt 2 ans en France. Et puis, en fait, ça s'est avéré que c'était 5 ans. Mais à la fois, je pense qu'on a fait beaucoup de choses sur les fondamentaux. Enfin, voilà. Et j'ai voulu partir quand ça allait bien. Puis aussi parce que finalement, oui, il y avait cette espèce de... Finalement, j'y étais arrivé. J'avais appris tout ça pour ça. Ça a marché et j'avais envie de... À force... D'abord, il faut aussi être à fond quand on est patron. Je pense qu'on ne peut pas le faire à moitié. Donc, je commençais peut-être aussi à refaire des choses que j'avais déjà faites, peut-être d'utiliser des vieilles ficelles, même si j'ai toujours essayé de me renouveler. Je me suis dit que c'était le bon moment c'était le bon moment quand ça allait bien et quand ça clôturait positivement tout ce qui avait été fait avant, pour une fois, enfin. Et puis pour des vraies raisons, parce que je pense que c'était pas, c'est évidemment tout sauf ça tout seul, mais néanmoins j'étais quand même un peu à la tête de ça. Et donc j'ai décidé. Ça a été compliqué. Peut-être aussi pour l'entreprise de comprendre que je voulais arrêter alors que ça allait bien, et puis j'avais déjà cette histoire de coaching qui traînait depuis Médor en fait. Hein, c'était pas voilà que je me suis formé 3 ans avant de partir. J'ai fait un diplôme universitaire d'executive coaching. Puis j'adore cette nouvelle activité maintenant je me sens parfaitement légitime, toujours aussi dans cette histoire de transmission, à plus faire en première ligne, mais à accompagner des gens qui font. Et j'ai rejoint un collectif qui s'appelle Visconti Partners où on n'est que d'anciens dirigeants et on accompagne des dirigeants. Et comme je vous l'ai dit, donc ça, je le fais comme une activité professionnelle et j'essaie aussi d'accompagner en pro bono à côté. C'était un pari. Hein. C'était un pari. Je pense que c'est une des premières fois où j'ai vraiment choisi aussi ce que je faisais. Donc, on parlait de naissance. Là, c'est pas voilà, la vraie naissance professionnelle, c'était MEDA. Le commencement. Vrai commencement. Et là, c'est une espèce de recommencement ou de renouveau où tout ce que j'ai fait sert à d'autres. Voilà, je continue à enseigner à Sciences Po en parallèle. Là-dessus, quand on a préparé l'entretien, vous m'aviez dit que finalement, vous aviez été... C'est votre regard sur votre carrière, vous aviez dit « J'ai globalement fait ce pourquoi j'ai été programmé ». Oui. Et j'ai pas fait vraiment beaucoup plus. J'ai pas fait plus. C'est une vraie chose qui m'a beaucoup. Ça m'a marqué en fait cette phrase. Oui, alors en fait, ce que j'ai c'est très intéressant, c'est que dans l'entretien quand on a préparé, j'étais sévère avec moi-même. Je pense, je vous ai dit que j'étais très très opportuniste dans mes choix de carrière et que je m'étais laissé porter. Et il y a une grande part de vérité, mais je me suis aussi rendu compte quand on en a parlé ensemble que j'ai finalement fait des choix actifs, plus que je ne l'imaginais. Et puis, j'ai beaucoup travaillé justement avec ma psy sur le fait que je considère que je viens d'un milieu non seulement aisé, pas tant que ça, parce que aisé, mais mon père a quand même été au chômage pendant longtemps. Mais je viens quand même d'un milieu aisé, surtout cultivé, avec des parents aimants qui m'ont appris des tonnes de choses, dans un pays en paix et avec des libertés. Et donc j'ai eu une chance, c'est ça pour moi le programme. Je suis né au bon endroit, dans la bonne famille, sans aucune maladie, sans aucune tare, etc. Donc on m'a permis de faire des études, à la fois pas seulement financièrement. Donc j'ai un environnement qui vous amenait à faire des études, y compris des études longues. Et donc oui, j'ai toujours considéré que je n'avais pas performé mieux que voilà, c'était normal de faire ce que j'ai fait. Et puis j'ai quand même fait le travail là-dessus avec ma psy ou même avec vous. Et finalement, oui, et c'est ça que d'abord, je n'avais jamais eu l'occasion de revenir sur ma carrière comme ça, même quand on parle avec les chasseurs, comme je vous ai dit que je le faisais, c'est 1 heure et puis c'est très performatif. Et ces 2 longs, donc l'entretien de préparation et ce long entretien aujourd'hui, me font, et c'est extrêmement gratifiant, me font réaliser que finalement, ouais, c'est pas si mal que ce que j'ai fait.
et peut-être accepter plus de fierté. Alors, il y a aussi eu autre chose. J'ai eu des très beaux adieux de chez Viatrice, extrêmement émouvants, avec toutes les équipes, avec beaucoup de marques de témoignages, de reconnaissance. Enfin, j'étais assez bouleversant. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup réconcilié avec ce que j'avais pu faire, et ça m'a un petit peu, c'est un peu remonté mon estime de moi. Mais pour autant, je garde une admiration. Je vous parlais de la tendresse que j'ai pour les gens qui ont une quarantaine, et je sais que c'est la vie qu'ils ont à ce moment-là. Et j'ai aussi énormément d'admiration. En tout cas, ça, c'est sûr que j'ai pas fait. C'est pour des gens qui ont des difficultés parce qu'ils ont pas de moyens, ils ont un problème X ou Y, ou voilà, ils peuvent pas faire d'études, ou c'est dur. Ouais, souvent, c'est quand même, avant tout, c'est dur culturellement, économiquement, et ils y arrivent. Et, je pense que le système français offre encore, même s'il est toujours très injuste et que les classes sociales se reproduisent, je pense que quand même, d'une certaine façon, on peut, en France en tout cas, parfois, s'élever au-dessus de ce qu'on aurait... Alors, mais d'une autre façon, vous méprenez pas, j'ai aucun mépris pour les gens qui ont des... Pour moi, il y a pas de saut-métier, il y a pas de... j'ai autant de respect dans l'entreprise, et je suis plutôt fier de ça. Je pense que je crois avoir plus de gens qui m'aimaient bien dans l'entreprise, dans les niveaux les plus bas d'entreprise, et voilà, parce que je respecte vraiment tout le monde de la même façon. Donc c'est pas indispensable de bien réussir sa vie. Et puis bien réussir sa vie, c'est pas forcément d'avoir un beau boulot et de gagner de l'argent. Pour autant, voilà, j'aime les gens qui arrivent. Je suis très admiratif des gens qui font mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Il faut mentir les statistiques. Voilà. Ouais, il faut mentir. Et moi, néanmoins, même si finalement, voilà, je suis un peu plus indulgent et un peu plus contente de ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai pas fait mentir les statistiques. Ouais. Ah oui. Mais comment les faire mentir dans votre cas? C'est la question que je me pose. Ça, c'est pas évident, hein. Mais après, c'est peut-être plus de se dire qu'individuellement, on a influencé certaines choses. Enfin, on a fait le bien autour de soi. Alors, le grand-père dont je parlais, je trouve que c'est très prétentieux d'une certaine façon, et en même temps, j'aime bien. Il a sur sa tombe, il a une citation de Montaigne, c'est une tombe toute simple à Varangeville, juste une pierre, et qui est la dernière au bout de la falaise, c'est celle qui s'écroulera quand la mer aura bien érodé. C'est très beau, c'est un cimetière marin avec une église. Et il a écrit sur sa tombe, si j'avais à revivre, je revivrais comme j'avais vécu. Donc, je trouve ça d'une certaine façon extrêmement prétentieux. Et d'une autre façon, j'aime bien, c'est l'idée, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu faire en paix avec ma conscience, en paix avec les autres. J'en parle beaucoup de ça, hein, l'idée de la conscience, de se regarder dans la glace. Mais bon, c'est peut-être un truc qui est important pour moi. Mais j'aime bien donc cette partie positive de la situation qui est de dire je suis droit dans mes bottes, dans ce que j'ai fait, même quand je suis plus droit, mais horizontal. Puis une note d'espoir, c'est que vous êtes encore... très actif aujourd'hui, vous apportez beaucoup aux autres, enfin, vous êtes dans une phase de transmission assez forte, que vous avez d'ailleurs déjà démarré à 17 ans avec Sciences Po, donc c'est pas nouveau. L'aventure n'est pas encore terminée. Il y a encore moyen de faire mentir les statistiques. Oui, non, je ferai plus rien je serai plus, alors ça c'est sûr que je serai plus jamais ce chanteur ou footballeur ou connu. Plutôt que d'influencer de manière collective dans une entreprise, j'espère avoir un impact individuel sur les gens que je vais accompagner. Voilà, c'est une autre manière aussi évidemment d'avoir beaucoup d'impact. Mais plus chirurgical, plus au niveau de quelques personnes. Je comprends. Merci Christophe pour cet échange à bâton rompu. Ça fait un peu plus de 2 heures là qu'on échange, donc le temps est passé vite, hein. C'était un plaisir, un truc absurde, hein. J'ai une montre connectée. D'habitude, je perds de l'énergie. Et là, j'ai vu, il y a quelques minutes, ça m'a mis un petit... votre montre s'est rechargée. Ok, c'est la première fois que ça m'arrive, donc c'est peut-être qu'on a passé vraiment un très bon moment qui m'a rechargé. Voilà. Donc, je voulais vous le partager. C'est un peu bizarre. Enfin, c'est une anecdote pour clôturer. Merci infiniment. J'ai livré beaucoup de choses que, voilà, j'espère que les gens que j'ai cités vont pas m'en vouloir. Mais j'ai livré des choses assez intimes, mais vous êtes... c'est incroyable la manière dont vous favorisez ça. Alors, je ne sais pas si ça sera pas trop ennuyeux à écouter pour les gens qui nous écoutent, mais en tout cas à vivre, c'est absolument un moment absolument incroyable et très, très positif. Un grand merci. Je prends le compliment. Merci, Jafar. Bonne journée. À la prochaine pour les auditeurs. Bravo! Vous venez d'écouter la suite et fin de mon échange avec Christophe Maupas. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les grandes épopées, vous pouvez partager cet épisode à une ou plusieurs personnes autour de vous. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr.